crédibilité, hein, surtout lorsque vous arrivez, vous commencez un nouveau poste de chef de projet dans une organisation quelconque. Il y a des gens qui, un instant. Donc, voilà, dans une organisation quelconque, souvent, évidemment, parce on ne vous connaît pas encore, vous n'avez pas encore fait vos preuves et vous risquerez, il y a souvent un gros risque d'être en mode réaction, de subir les différentes demandes, de subir même, voilà, certaines demandes même du sponsor qu'on appelle, quelquefois vous verrez le commanditaire ou le sponsor ou on va dire le gestionnaire ou on va dire dans certaines structures, c'est quelquefois le PMO qui va chapeauter un peu les différents projets. Donc vous risquerez vraiment de subir le projet du fait que ben déjà, premièrement, ils peuvent vous pousser à aller rapidement à l'exécution, à la phase d'exécution d'un projet. Ils peuvent vous pousser rapidement à produire un échéancier. Et voilà, et déjà dès que vous produisez un échéancier, on va vous demander, on va dire non, votre échéancier, il est trop large, c'est-à-dire qu'il est trop, est-ce qu'on ne peut pas réduire les délais, tout ça là. Et ça, c'est les, les, ça, c'est la pression qu'un chef de projet subit. Lorsque vous êtes chef de projet, vous allez souvent la gestion ou le sponsor va souvent vous défier et chaque fois vous demander ou de réduire les coûts, les échéanciers. Et donc, si on n'a pas fait une phase, si on ne s'est pas suffisamment préparé sur la phase, on va dire, toutes les actions à faire en amont avant véritablement l'exécution de projet, on va être en train de réagir. On va réagir aux nouvelles demandes du sponsor. On va réagir aux changements de priorité de la direction parce que la direction aura toujours des changements, aura toujours des demandes de changement à faire ou bien même les autres parties prenantes. On va réagir aux attentes d'une partie prenante qui n'avait pas été consultée avant. On va réagir à l'indisponibilité d'une ressource qu'on croyait véritablement acquise. On va réagir aux exigences qui n'avaient pas été clairement définies en avant. Et donc, ça va être, vous allez travailler sous stress. Vous allez travailler sous stress en tant que chef de projet parce que il y a un certain nombre de choses que vous n'aurez pas préparées en amont. Parce que vous allez subir les changements, comme je disais tantôt, les urgences au fur et à mesure que le projet va avancer. Donc, je voulais déjà, par rapport à vos différentes expériences, poser la question de savoir, dans votre expérience, on va dire quelles sont les conditions, quelles sont selon vous les conditions qui peuvent aider véritablement à réussir le démarrage d'un projet. Quelles sont voilà, les conditions ou bien les choses, certains préalables à regarder dans votre vie, déjà dans votre expérience en gestion de projet, que finalement, avec un peu le recul, vous vous êtes rendu compte que ça, c'est finalement des choses qu'on devrait au préalable on devrait regarder avant de commencer la phase d'exécution d'un projet. Parce que tout le monde veut vous emmener rapidement à la phase d'exécution. Si surtout, il y a surtout lorsqu'on a affaire à des organisations qui n'ont pas une structure assez solide en gestion de projet. Est-ce que vous avez, quelles sont ces conditions-là selon vous? Hello. C'est un échange. Il n'y a personne qui a le monopole ici, là. Donc, n'hésitez pas. Bon, bon, soit on Allô? commence. Oui, Aude, je crois que c'est toi qui as demandé le micro. Après, on pourra. Je crois qu'il y avait aussi, en dehors de Aude, il y avait une autre personne qui allait parler là. Je sais. Alex, il y a Alex qui voulait parler. Ouais, ok. Aude, on laisse d'abord Alix, c'est ça? Et puis tu parles après? Non, elle peut parler après. Ok, ok, ok. Aude, donc vas-y, vas-y, Aude. Ok. Bon, en fait, déjà, bonsoir à tous. En fait, Bonsoir. je pense que avant de passer à l'exécution d'un projet, il va d'abord falloir concevoir le projet. Allez déjà à la première étape qui est de concevoir le projet, de réfléchir sur le projet, d'établir les différents rôles, responsabilités des personnes qui vont interagir avec le projet. En fait, faire des meetings
pour la conception, en fait, du projet. OK. J'ai essayé d'entendre, je ne sais pas, ton micro, à moins que ça soit juste moi qui n'entends pas bien. Je crois que tu as parlé de concevoir le projet. En particulier, tu as parlé des rôles et responsabilités. Exactement. OK. Excellent, excellent. Mais est-ce que déjà tu as rencontré certains enjeux où tu étais challengé suffisamment par ton équipe ou bien ton responsable qui voulait tout de suite ou bien c'est quelque chose juste qui m'est arrivé là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en mode de subir, d'être en mode réaction? On vous demande d'aller vite, vite, vite. Si, si, moi, c'est beaucoup plus dans l'exécution Hmm. qu'on viendra me voir pour exécuter le projet et non à la première partie qui est de la conception. Ouais, Donc, mais mhm. ça c'est pas leur affaire. Ça, c'est évidemment, c'est vous qui devez Exact- faire. Sinon, eux, ce qui les intéresse, c'est l'exécution. Très bien. Ben, on va y exact- revenir. Oui, Alix. Bon, justement, j'allais dire au commencement, donc, on doit d'abord planifier une rencontre de cadrage. Si vous êtes Mhm, arrivé, on va démarrer. Il y a vraiment la nécessité de faire une réunion de cadrage autour des documents techniques où on va mhm, regarder pratiquement et clarifier les rôles, les responsabilités. Et si c'est au départ, on va regarder, dépendamment de l'approche qu'on va adopter pour l'exécution du projet. Si c'est en termes d'approche basée sur les résultats, on va essayer de regarder, passer en revue les documents techniques, quels sont les résultats attendus et les rôles de chacun, et un petit peu la structure ou comment le projet est bâti en termes de rôle, responsabilité, équipe et responsabilité. Et aussi, après, au regard de ça, on va essayer d'établir un calendrier de travail ou du moins faire une planification participative. Cette planification participative va permettre à tout le monde de donner leur avis, de voir ce qu'on va faire, quel est le résultat et les objectifs communs, quels sont les résultats attendus, quelles sont les approches qu'on va utiliser pour atteindre ces résultats. On va planifier les activités. Donc, je pense qu'au départ, ça doit être assez clair. Et s'il faut, dépendamment, si c'est un projet qu'on va organiser en consortium, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes soient là pour essayer de regarder tout ça ensemble, les responsabilités partagées, les responsabilités personnelles, je dirais, de façon autonome ou responsabilités séparées et selon chaque partenaire du projet qui sont impliqués dans l'exécution du projet. Donc, je pense que cette étape-là, c'est une étape assez importante. Donc, on ne peut pas démarrer sans savoir où on va aller, comment on va organiser ça, quels sont les grands résultats attendus, quelle est l'approche qu'on va utiliser. Donc, ça, pour moi, c'est la première chose, c'est cette rencontre de cadrage qui est importante au départ pour pouvoir mieux démarrer le projet. OK. Ouais. Merci. Merci, Alix. OK. Ouais. Donc, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Donc, donc ici, on va essayer de rendre ça un peu plus pratique là, de manière à ce que dans votre vie, enfin, au moins pour les prochains projets. Donc, ici, on a deux cas de figure. On a un cas de figure, on va aller beaucoup plus sur le premier cas de figure. Vous n'avez pas encore l'équipe. L'équipe n'est pas encore constituée. Et donc, voilà, vous êtes nommé à ce rôle de chef de projet. D'accord? Donc, le projet n'a pas encore commencé réellement. Donc, le projet va commencer avec vous. Et, j'insiste sur le fait que, alors moi, souvent, ce que je fais lorsqu'il y a un projet, je vais tout de suite là avoir une rencontre avec mon sponsor. Je vais avoir une rencontre. Donc, dans tout ce on va faire ici, là, la clé du succès de vos projets, c'est le sponsor. Donc, le sponsor, ça peut dépendre effectivement des différentes organisations. Ça peut être votre gestionnaire, ça peut être le directeur. Dans certaines organisations, on peut avoir une structure de direction de projet. Ensuite, on a plusieurs projets parce on a un portefeuille projet. Et donc, c'est avoir, si vous avez une direction de projet, donc vous êtes chef de projet, c'est avoir donc la rencontre avec la direction de projet. Si c'est un projet au-dessus de vous, vous avez le gestionnaire. Bref, la personne qui vous confie le mandat de conduire un projet. Donc, d'abord, il faut aller avoir cette rencontre avec cette personne-là, avec cette personne. Et donc, euh,
Je fais rentrer quelqu'un. Et donc, ça va vous permettre. Et donc, lorsque vous allez avoir la rencontre avec cette personne, donc, c'est de vouloir comprendre le besoin. C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure là. Donc, le but, c'est de comprendre le besoin réel. Le besoin réel. Parce que on a compris que la gestion de projet, c'est pas juste produire un échéancier, c'est pas juste produire un livrable, mais il faut qu'on réponde véritablement à un besoin, qu'on réponde aux attentes des parties prenantes. Pourquoi on fait le projet? Clarifier la valeur. Et pour clarifier la valeur, parce que quelquefois, vous avez des informations, souvent le projet, pas souvent le projet, dans la plupart des entreprises, le projet est né d'une vision, est né d'une vision de l'organisation. Et très souvent, dans les rencontres de vision de l'entreprise, des objectifs stratégiques de l'entreprise, quelquefois, vous n'êtes pas là. C'est souvent votre gestionnaire qui participe à ces rencontres. C'est souvent le directeur de projet qui participe à ces rencontres. Donc, vous n'avez pas les mêmes informations que ces personnes-là. Donc, lorsque ces personnes-là vous confient un projet à gérer, vous devez repartir vers ce sponsor, vers cette direction pour comprendre réellement le besoin. Pourquoi on fait ce projet? D'accord? Pourquoi on fait ce projet? Quelle est la valeur qui est recherchée? Et chercher à comprendre l'alignement stratégique. Je disais, le projet, il découle d'une vision stratégique, des objectifs stratégiques sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc, et ensuite, c'est ce qu'on va voir, chercher à définir les critères, mobiliser. Donc, une fois que vous avez ensuite, il y a maintenant les tâches qui vont vous revenir, notamment les critères de réussite qu'il faudra définir. Et là, c'est toujours dans les différentes discussions avec le sponsor. Et ensuite, vous allez passer maintenant au reste des parties prenantes. Il va vous indiquer quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous allez travailler parce que très souvent, ces parties prenantes ont participé aux rencontres de la direction, aux rencontres où on a parlé des objectifs stratégiques. Ces parties prenantes, ces différents gestionnaires, quelquefois fonctionnels, ont participé à ces rencontres-là. Donc, votre gestionnaire, votre sponsor va vous dire les personnes qui sont concernées du reste en interne, du moins en interne à ce projet-là. Donc, c'est comprendre ces personnes-là. Et donc, tout ce que vous allez faire en amont, c'est véritablement pour arriver à avoir une posture proactive. Si votre gestionnaire n'a pas le temps, vous devez vous arranger à avoir le temps, les placer, les rencontres avec lui pour discuter de ces éléments-là. Parce que, et c'est ce que je dis toujours aux gestionnaires, je dis, pour que le projet réussisse, j'ai besoin de ton soutien. Donc, vous devez le lui dire clairement. Pour que le projet réussisse, vous avez besoin du soutien de votre sponsor ou de votre gestionnaire. Il faut que ça soit clair parce que si vous n'avez pas son soutien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous de réussir le projet. Et donc, comme vous avez besoin de son soutien, vous devez vous asseoir avec lui pour comprendre véritablement les enjeux du projet. Donc, voilà. Donc, parce que là, en plus, avec cette posture-là, donc la proactive, vous n'allez pas chercher seulement à répondre aux demandes, mais vous allez anticiper. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est qu'on anticipe ce qui va arriver, puisqu'on sait qu'il y aura des demandes de changement, il y aura des changements, des demandes de priorité. Et donc, vous êtes en mode proactif. Vous êtes en train d'anticiper les questions des différentes parties prenantes. Vous êtes en train d'identifier certains risques déjà en amont, en amont du projet. Et voilà, donc c'est véritablement cette posture-là qu'il faut avoir. C'est une partie qui est souvent négligée parce qu'évidemment, à cause de la pression qu'on nous met pour passer à la phase d'exécution, mais déjà, si vous posez les bases, vous demandez à votre sponsor d'abord de travailler sur ces bases-là. Le sponsor qui connaît ces choses, qui connaît en fait ces éléments, qui connaît votre gestionnaire, vous allez déjà le marquer quand même. Il va comprendre que vous savez où vous voulez aller, vous savez comment conduire le projet. Mais si il vous dit faites ceci, vous vous lancez rapidement à faire ce qu'il vous demande de faire, ben ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir donc quelques décisions qu'il faut, mais vous les avez presque déjà citées, qu'il faut faire pour réussir le projet. Herbert, on va essayer d'avancer. On prendra ta question plus tard. Et puis, à la fin du webinaire, on a 5 questions qu'on va voir. On a un petit quiz de 5 questions, type examen de certification PMP, qu'on pourra regarder ensemble.
Donc voilà, donc ici on a donc ça c'est la liste n'est pas exhaustive. On a essayé de résumer ça en 5 principales décisions, 5 décisions pour sécuriser avant donc le démarrage du projet. Donc j'insiste, ne vous lancez pas à faire l'échéancier parce qu'ils vont vous demander l'échéancier. Ils vont vous demander de faire les choses. Ça fait partie de leur question principale. Voilà, donc vous anticipez. Donc, première décision, comme on a dit, c'est comprendre le besoin et la valeur recherchée. Pourquoi on fait le projet? Donc, il faut clarifier le problème à résoudre. Quand vous avez compris le problème à résoudre, pourquoi on va développer une telle solution? Pourquoi on doit mettre un nouveau logiciel, par exemple, au service de comptabilité, au service des ressources humaines? Pourquoi on doit développer un produit quelconque? C'est parce qu'en arrière-plan, on veut répondre à un besoin. D'accord? Donc, c'est la première décision, c'est comprendre le besoin et la valeur recherchée d'un projet. Et donc, de par là, on va comprendre les bénéfices, effectivement, qui sont attendus et les attentes du sponsor. Et là, c'est principalement, vous êtes dans les discussions avec le sponsor. Donc, vous êtes avec les discussions avec votre sponsor. Donc, ensuite, on a la seconde, l'ordre ici importe peu, hein, donc on les a juste classés comme ça. Ensuite, c'est vérifier l'alignement stratégique et la faisabilité. Donc, un projet, s'il y a un projet, c'est que derrière, il y a effectivement des objectifs que l'entreprise veut atteindre. Donc, vous allez chercher à comprendre donc cet alignement. Est-ce que mon projet, parce que dans une organisation, vous pouvez avoir, je prends un exemple, plusieurs objectifs. Si une organisation a 4 objectifs peut-être à atteindre au cours des prochaines années, et donc quelquefois, chaque objectif peut conduire à un projet. Même si quelquefois on peut avoir un projet gros, mais qui va essayer de répondre aux différents objectifs stratégiques, mais quelquefois vous avez un objectif, vous avez des objectifs et sous ces objectifs-là, vous avez des projets parce que voilà pourquoi on parle de portefeuille projet, parce que le portefeuille projet, c'est tous les projets qui vont aller répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation. Donc voilà, c'est de comprendre ça. Est-ce que mon projet est aligné avec quel objectif? Et en fonction de ça, on peut savoir est-ce qu'il va être véritablement prioritaire ou bien quelles sont les conditions actuelles. Autre décision, c'est de définir les objectifs et les critères de réussite du projet. Donc là aussi, avant de planifier le travail, avant de produire l'échéancier, il faut savoir clairement ce que le projet doit accomplir. Voilà, comment le succès du projet va être mesuré. Est-ce que c'est tout simplement si on va dire, je termine le projet en 3 mois, est-ce que c'est juste ça qui va définir la réussite du projet? Est-ce que si je termine vite le projet ou bien si j'ai un budget, j'essaie de terminer le projet avec un budget moindre, avec un budget qui soit peut-être 20% inférieur au budget que la direction m'avait confié? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont ces éléments-là qui vont définir le succès du projet? Mais on a vu que lors de le dernier webinaire, on a dit que le succès ne se définit pas fondamentalement aux objectifs du projet. Donc, quand je dis objectif du projet, je parle du délai, je parle de la portée, du périmètre, du coût, de la qualité, les ressources. Non, ça va plus que ça. C'est parce qu'on veut répondre à un besoin. Il y a réussite. Si, au-delà de tous ces éléments-là, effectivement, les objectifs, coût, délai, tout ça que nous devons respecter, optimiser, mais il faut que véritablement le client, l'utilisateur, qu'on s'assure que l'utilisateur sera satisfait du produit final. Donc, ensuite, il faut identifier donc les parties prenantes. Donc, je disais tantôt avec le sponsor, il va déjà vous indiquer en interne très, très souvent aussi en externe, il va vous indiquer, voilà, pour ce projet-là, vous allez travailler avec telle équipe, vous aurez besoin de l'équipe de comptabilité, vous aurez besoin de l'équipe d'informatique parce qu'il y a un volet cybersécurité, vous aurez besoin de l'équipe d'approvisionnement parce que comme on n'a pas un contrat en interne, on n'a pas un contrat cadre, on sera obligé de passer par un appel d'offres ou un appel de proposition. Donc, lui, il va vous indiquer déjà en interne les parties prenantes avec lesquelles vous allez travailler. Et effectivement aussi, les parties prenantes externes. Et là, déjà par ces parties prenantes-là, parce qu'en fait, après, c'est vous qui allez prendre le relais pour avoir les différentes rencontres avec ces différentes parties prenantes. Mais vous ne les connaissez pas. C'est lui qui va vous les donner en fonction des objectifs de l'organisation. De l'organisation. Et donc là, vous allez comprendre finalement quelle partie prenante pourrait être leader ou bien quelle est l'influence, le pouvoir
des différentes parties prenantes. Donc, ensuite, vous avez une autre décision qui est celle de clarifier la gouvernance. Alors là, c'est aussi fondamental parce que en tant que chef de projet, votre pouvoir est limité. On n'a pas un pouvoir illimité. Et donc, c'est de savoir, voilà, ton pouvoir se limite à quel niveau. Et là, très souvent, on va parler des seuils, des seuils d'autorité. Ça peut être déjà, on va dire, s'il y a un dépassement de coût, jusqu'à quel niveau de dépassement de coût? Est-ce que c'est 5% si je dépasse le coût? Est-ce que jusqu'à 5% de dépassement de coût, c'est quelque chose que je peux gérer en interne? Donc, pour ceux qui font les projets, lorsque vous faites le budget, donc lorsque vous avez fait véritablement, vous avez estimé le budget, le coût de votre projet, il y a ce qu'on appelle les réserves. Donc, vous avez une partie de contingence qui dérive des objectifs connus du projet parce qu'après, vous allez faire, là, on est dans la phase de démarrage, mais ensuite, quand vous allez identifier, analyser les risques, ces risques-là vont vous conduire à déterminer une certaine valeur que vous allez ajouter au budget de l'activité normale. Quand si tout se serait passé très bien, quel était le budget. Et donc, vous ajoutez ensuite une contingence, une réserve de contingence qu'on appelle, voilà, qui dérive donc des risques connus. Ensuite, très souvent dans certaines organisations, le management va vous ajouter une autre réserve qu'on appelle réserve de management qui, elle, vient des risques inconnus, donc des risques qu'on ne connaît pas. Et donc, vous avez cette réserve. Donc, voilà, c'est de savoir jusqu'à quel niveau, par exemple, en termes de budget, jusqu'à quel niveau vous pouvez dépasser le budget sans faire recours aux sponsors. Donc, voilà, en termes aussi au niveau des délais, donc de l'échéancier et donc tous les autres aspects. Voilà. Donc, c'est définir ce cadre de gouvernance. Si vous rencontrez une anomalie, par exemple, si je prends le développement d'un produit technologique, et par exemple, ça fait partie des projets que nous faisons. Il y a des anomalies critiques. On développe un produit et lorsque vous faites les tests, vous vous rendez compte que le produit ne passe pas un certain test. Évidemment, tous les tests n'ont pas la même criticité. Il y a des critiques, il y a des anomalies qui peuvent être majeures, mineures. Donc, voilà, si c'est une anomalie majeure, est-ce que, voilà, il faut remonter ça au niveau du sponsor ou bien du comité de pilotage? Donc, vous travaillez sur la gouvernance. Qu'est-ce que le PMO dans le cas du projet peut faire? Vous allez donc définir la gouvernance et donc, bien évidemment, les rôles et responsabilités. Les rôles et responsabilités du sponsor, votre rôle qui va être défini clairement avec le sponsor et ensuite le rôle et responsabilités des autres parties prenantes, notamment votre équipe aussi qui va travailler avec vous. Ensuite, formaliser le cadrage du projet, l'autorisation. Et là, très souvent, c'est ce qu'on appelle la charte de projet. La charte de projet, donc, c'est dans la charte que vous allez donner à haut niveau, on va dire, la portée du projet. Vous allez parler des hypothèses contraintes, les risques majeurs. Et voilà, peut-être aussi, si c'est possible, vous pouvez aussi avoir un échéancier de jalons à grande ligne. Donc là, on est dans la phase, là, ensuite, ce document-là, vous le soumettez au sponsor, donc voilà, la personne qui vous a confié la responsabilité de gérer le projet. Donc, vous discutez de cette charte de projet et ensuite, il valide, une fois qu'il a validé la charte, donc, il vous a donné donc l'aval d'aller de l'avant avec le projet. Et une fois que vous avez l'aval, et là, c'est la dernière décision, c'est maintenant là, c'est souvent que nous nous précipitons dans cette phase de préparation des plans là. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez dit, mais il y a parmi les choses là, vous avez beaucoup parlé des plans. Et très souvent, voilà, on veut aller rapidement à la décision à préparer les plans, les échéanciers, les coûts, ainsi de suite. Voilà, toutes les différentes matrices qu'on peut avoir, les registres des risques, tout ça là. Mais avant d'arriver là, il y a plusieurs choses à faire en amont. Voilà, donc là, donc on a parlé donc de la première décision, comprendre le besoin. Donc c'est ça, c'est quoi le besoin? Pourquoi le projet? Pourquoi ce projet doit-il exister? Est-ce que c'est un projet nice to do? Est-ce que véritablement c'est juste beau à faire ou bien véritablement il répond à un besoin? Donc c'est de comprendre ce besoin-là. Et comme on disait tantôt, quelle est la valeur? Quelle est la valeur recherchée là? Est-ce qu'on veut réduire les temps d'attente pour le service à la clientèle? Est-ce on veut réduire les temps d'attente? Est-ce qu'on veut optimiser la gestion, on va dire la gestion des ressources humaines? Voilà, bref, c'est vraiment comprendre ça. Et ensuite, comme je disais tantôt, avec votre collaborateur, on va dire votre allié immédiat que vous devez avoir
c'est peut-être pas le beau terme, mais c'est quelqu'un que vous devez avoir avec vous, c'est le sponsor. C'est le sponsor, vous devez véritablement l'avoir avec vous. Et donc, faut comprendre ses attentes. Donc, c'est ça un peu la première décision. Donc, c'est besoins, valeurs et surtout les attentes du sponsor parce que c'est le sponsor qui sera à un moment donné, lorsqu'il monte au niveau de la direction, c'est lui qui va vous défendre. Donc, si vous n'êtes pas aligné, si vous dirigez un projet où vous n'êtes pas aligné avec ses attentes, ça va être compliqué déjà, même pour lui, pour vous défendre, de défendre votre projet. Donc, la décision numéro 2, c'est donc l'alignement stratégique et la faisabilité. Et donc là, c'est savoir, voilà, quelle est la priorité de l'organisation? Si on a plusieurs projets, quels sont les objectifs de l'organisation? Est-ce que ces initiatives, est-ce qu'il y a une certaine cohérence, surtout lorsqu'on a plusieurs objectifs? Est-ce qu'il y a des dépendances ou il y a des conflits? Si on a un portefeuille projet, s'il y a plusieurs projets, donc comprendre tous ces enjeux. Et ensuite, la faisabilité. Est-ce qu'il y a qu'en est-il de la faisabilité technique? Est-ce que la solution est réalisable? Est-ce que ce projet-là, est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a le financement? Est-ce que véritablement ce projet-là ne va pas à l'encontre de certaines réglementations existantes, les exigences légales? Donc, c'est, voilà, comprendre, le volet, si on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. La troisième décision, donc, c'est définir les objectifs et donc les critères de réussite. Voilà, voilà les résultats attendus, l'échéancier visé. Ça, c'est effectivement les chantiers visés à ce niveau-là. Quelquefois, on va vous donner juste les grandes lignes. Le gestionnaire peut dire, voilà, nous voulons que le projet soit terminé au plus tard, on va dire décembre 2027, 2026. Donc, il vous a donné une date butoir, un jalon, le dernier jalon. Et donc, c'est comprendre aussi cela. Et ensuite, parce que c'est à partir de là que vous allez définir, on va dire, l'échéancier détaillé. Et voilà, est-ce que le niveau d'amélioration recherché, vous avez les indicateurs au niveau des délais, comment allons-nous mesurer les progrès du projet en termes de délai, en termes de coût, en termes de qualité, performance, voilà, adoption ou satisfaction. Et ensuite, quels sont les critères? Quels sont les critères de réussite du projet? À quelles conditions le projet sera-t-il considéré comme réussi? Est-ce que c'est lorsque les livrables sont acceptés? Évidemment, en gestion de projet, c'est lorsque les livrables sont acceptés au-delà de tout ce que nous faisons. Mais nous devons savoir que la réussite, fondamentalement, elle vient du fait que les livrables soient acceptés. Donc, les parties prenantes, on va dire, principales sont satisfaites de notre projet, du travail qui a été produit. Et donc là, évidemment, tous ces critères-là des livrables, une fois que vous les connaissez, lorsque vous allez passer à la phase 7 que nous avons vu la dernière, vous pouvez facilement élaborer le plan sur le périmètre du projet et c'est dans la portée, effectivement, dans une approche prédictive que vous allez définir les critères de réussite du projet dans une approche agile. Là, c'est effectivement, vous allez définir ça dans un document que le PMI appelle le DOD, Definition of Done, la définition de terminé. C'est là où vous allez mettre donc les critères de réussite du projet. Donc, c'est ça. Tout est défini. Une fois que c'est là, et effectivement, donc vous définissez tous ces éléments-là. C'est le bagage dont vous aurez besoin pour aller de l'avant. Ensuite, vous avez la quatrième décision qui est, c'est un peu on en a parlé presque, on va dire, peut-être lors du dernier webinaire, c'est donc les différentes parties prenantes qui peut influencer le projet. Donc ici, c'est vous dressez la liste. Là, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. On a essayé de mettre quelques parties prenantes. Vous avez le sponsor, vous avez le client ou le product owner, vous avez les utilisateurs, les opérationnels, les gens qui vont peut-être prendre le relais du projet, dans ceux qui sont dans les opérations, les régulateurs, les experts. Bref, c'est donc, vous avez cette liste-là et une fois que vous avez la liste de ces parties prenantes, il faut savoir leur niveau d'influence. Voilà, qui peut véritablement influencer le projet parce qu'en fonction de leur pouvoir, de leur niveau d'influence, vous allez bâtir une stratégie de communication pour que ces personnes-là, c'est le souhait que la plupart de ces personnes soient vos alliés, soient des leaders, ne soient pas plutôt des gens qui soient réfractaires, qui soient des opposants voilà, à la réussite de ce projet. Donc, qui utilisera les livrables, qui fournira les ressources, qui peut soutenir ou bloquer, qui sera affecté d'une manière ou d'une autre par le projet, qu'on ensuite préparer donc un plan d'engagement pour les mobiliser. Donc, voilà. Donc, là, c'est la décision numéro 4, c'est donc travailler sur les parties prenantes. Ensuite, on a la décision numéro 5, c'est le côté
la fameuse gouvernance et les rôles et responsabilités dont vous avez fait mention. Donc, c'est de savoir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, le sponsor et le comité de pilotage. Dans certaines organisations, vous avez donc le comité de pilotage qui est là pour approuver certaines décisions, surtout lorsque certaines décisions dépassent votre niveau d'autorité ou bien lorsqu'il y a certains changements. Voilà, ces changements-là, donc vous allez les discuter au niveau du comité de pilotage. Ça peut être les gestionnaires, un comité qui est constitué des différents gestionnaires fonctionnels de l'organisation interne, ou bien aussi Pardon, avec Monsieur certains. Président, Oui, je m'excuse de vous interrompre. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais l'image chez moi est bloquée sur la première. diapo. Oui. Oh, est-ce que les autres ont ce même... Ou bien c'est Non, parce non, que non, je suis non. sur le web. Et Nous, moi, on c'est bon, a, hein. nous, Oh chez non, nous, ça marche. ça va. Moi, j'ai pas vu les diapos. J'ai entendu les voix. J'ai pas vu les diapos. Je ne sais même Oh, pas s'il y a eu des présentations ou des mais diapos. Ah, bien d'accord. sûr, Donc, Alix. Ah, voilà, il y a un non, mais problème. ça doit être le problème d'être connecté. Parce que moi aussi, je suis connecté sur le navigateur. Je ne suis pas sur l'application Zoom, en fait. Il faut aller sur l'application. Ah, en fait, Mais je moi, pense qu'elle n'est pas installée sur cette machine. Est-ce qu'elle a l'application sur... Non, Mais c'est moi, un j'ai pas normalement, d'application. même Moi, le j'ai pas web, d'application. même sur le web, Je on suis devait sur le voir web la... et Ouais. En tout cas, là, je suis connecté sur le navigateur, mais je n'ai que la première, l'image de départ, là, avec les 5 personnes Est-ce que autour. tu peux te déconnecter et puis te connecter de nouveau? Tu as le lien? Ok. Oui, oui, c'est bon, je vais le faire. Ok, essaie de le faire, on va t'attendre. Peut-être Alix aussi, c'est Alix aussi qui n'avait pas, qui ne voyait pas les diapos, c'est ça? Non, j'ai pas vu. Ouais, Bon, si peut-être tu que peux aussi essayer de te déconnecter et puis tu te connectes de nouveau, là, on va voir. d'accord, je vais essayer. Et donc, on va prendre, je crois, il y avait je crois, il y avait une personne qui voulait poser, qui avait une question à poser. Je ne sais plus si c'était Aude. Non, c'était moi, c'était Herbert. Oui, Herbert, ouais, vas-y, en attendant de faire entrer les autres là. D'accord. En fait, je vais revenir sur le point concernant le sponsor. Parce que tout à Mhm, l'heure, tu as mentionné concernant le product owner et le sponsor. mhm, Moi, je voulais parler sur mon cas. Est-ce que moi, ce mhm, que je fais, c'est la vente en quelque sorte. Donc, on gère des projets, des livrables vers des clients externes. Donc, dans cette configuration de gestion de projet, souvent, on est appelé à travailler avec la partie logistique, en même temps avec mhm, le. Mais moi, je vais comprendre ce qui est expliqué ici dans le cadre en interne. C'est dans ce cadre-là, qui est le sponsor du projet dans cette configuration, en fait, qui devient le sponsor du projet? Parce que moi, je comprends que le product owner, donc le client, c'est la personne qui doit recevoir les livrables. ouais, Et ben, ici, je le, reviens sur le ouais, contexte que vous avez mentionné, dans un contexte où il n'y a pas d'équipe projet. Donc, moi, je suis gestionnaire de projet et j'arrive à l'entreprise qui me confie ce projet. Est-ce mhm. que c'est la direction qui devient mon sponsor ou est-ce que c'est le client, parce que c'est le client qui a besoin du projet, c'est vers lui qui doit me référer. Donc, c'était un peu ça ma question. Ouais, c'est simple. Le sponsor, c'est toujours, très souvent, c'est en interne, c'est la personne qui va payer le projet, donc la personne qui te paye. Donc, c'est donc d'abord ton responsable, même si après, tu vas beaucoup travailler avec le product owner, le client, l'utilisateur final, mais toi, d'abord, en interne, c'est ton patron, quoi. Donc, voilà, la personne, même si tu n'as pas une équipe, voilà, mais au moins la personne qui t'a confié ce projet-là, donc c'est parce que c'est la personne, le projet va être payé c'est lui qui, en fait, qui est le responsable du budget de ton projet, là. Ouais. D'accord. Très souvent, c'est en interne, hein. Souvent, quand vous entendez le sponsor, mettez d'abord de côté le client, mais d'abord, parce que très souvent, à haut niveau, en fait, le client, là, il a parlé avec ta direction. Donc, avant que le projet ne descende à ton niveau, il y a d'abord eu des rencontres entre même si c'est un client externe, entre les deux patrons. Et donc, lorsqu'il y a eu les rencontres, ensuite, le patron de ton entreprise il fait descendre donc ce projet-là à ton gestionnaire jusqu'à ton niveau, là. D'accord. Parce que souvent, dans mon cas, souvent, ce qui Mhm. se passe, l'équipe technique doit se rapprocher de l'équipe commerciale parce que c'est l'équipe commerciale qui est en contact avec le client. Donc, l'équipe Ouais. commerciale, quand ils ont compris le besoin, ils soumettent à la direction et la direction va désigner, en fait, un responsable de projet pour pouvoir communiquer avec l'équipe commerciale et le client.
Ensuite, il Ouais. revient en direction, de telle sorte qu'il puisse transmettre le besoin, même si le paiement se Hmm. fera par direction. Mais au Ouais. final, peut-être que c'est dans ce contexte-là que je voulais comprendre. Mais je pense que vous avez entièrement raison parce que, au final, le sponsor reste l'entreprise parce que c'est elle qui donne des directives, même si elle ne comprend pas le projet au final. Même si elle ne comprend pas, oui. Mais surtout dans ton cas là, euh, dans un cas comme celui-là, c'est donc la direction technique, par exemple, elle connaît là où elle veut aller, elle connaît les objectifs, elle connaît ce qui est attendu par le client, on va dire à haut niveau, et donc ensuite elle fait maintenant le reste là, le travail de la gestion de projet, très souvent, quelquefois, donc elle ne connaît pas là. Et donc c'est donc à toi. C'est donc, dans ton cas là, tu as parlé d'un cas spécifique, tu as parlé de la direction commerciale. Donc, il faut que tu aies quand tu as des rencontres comme ça, là, un enjeu comme ça, il faut discuter avec la direction technique. Tu dis, OK, donc il y a le côté commercial. Donc, tu discutes avec le côté commercial. Tu dis, OK, voilà comment on va organiser le projet. C'est vrai que le besoin ça rentre par le commercial, mais il y a aussi la partie prenante externe, le client. Donc, on va organiser comme ça. On va avoir des rencontres de ceci. On va avoir des rapports. Donc, tu prends le lead de l'organisation du projet parce que c'est toi qui es l'expert, on va dire. Mais si tu ne prends pas ce lead-là, mais j'insiste sur ça parce que c'est souvent dans la réalité, quelquefois, on n'a pas assez de courage, d'accord? On n'a pas assez de courage. Or, la direction, les gestionnaires, ils aiment les gens qui sont courageux. Même s'ils aiment, ils te disent, toi aussi, il y a des choses, tu dis non, on va faire comme ça, on va voir. Tu ne dis pas non, tu dis mais on va voir. Mais c'est par rapport à tes réponses que tu vas gagner en crédibilité. Cette crédibilité-là, c'est toi qui dois aller la chercher. Cette crédibilité, toi qui dois aller la chercher. Et dans mon cas, quand je disais tout à l'heure, c'est que c'est des projets, normalement, moi, je suis représentant commercial dans la sous-région. Donc, Hum, souvent, je suis en communication directe avec le client. Et par la suite, je dois faire ce pont-là entre la partie du client et le besoin technique. Chercher à comprendre le besoin technico-commercial. Mais hum, d'ailleurs, quand vous parliez du sponsor, qui peut être souvent la direction, dans la majeure partie des cas, parce que jusqu'à ce jour, je vous ai mis à gérer trois projets à échelle nationale. Donc, dans ce genre de cas, la majeure partie du temps, la direction n'intervient pas. La direction intervient majoritairement juste dans la phase décisionnaire. La phase décisionnaire, en termes de hiérarchie décisionnaire, quels sont hum. les limites de projet, quelles sont les limites de chaque département, chaque stakeholder, en gros, quelles sont les parties prenantes et les limites au projet. Oui. Ouais. Et là, attention, dans ton projet, là, même si la direction n'intervient pas, mais s'il y a un enjeu, la direction va te revenir. Donc, même si la direction n'est pas impliquée, toi, tu dois avoir comme des petits rapports mensuels ou hebdomadaires. C'est-à-dire que tu leur envoies pas un rapport de 10, 15, 10, 20 pages. Il faut de temps en temps que tu envoies comme, bon, ici, on appelle ça un one-pager. C'est-à-dire que sur une diapositive où tu as résumé le projet, le contexte, voilà les activités qu'on a faites, voilà les livrables qu'on a fait, voilà les prochaines phases, voilà les risques. Donc, sur une page, tu envoies la direction. Ça permet à ce que la direction soit au courant. Parce que s'il y a un enjeu, il faut éviter que la direction soit surprise. Donc, même si tu as l'impression, c'est ça le but en fait du chef de projet, c'est une partie prenante. Il y a des parties prenantes qui se disent, je ne suis pas concerné pour le reste là. C'est toi qui dois aller chercher leur engagement par la communication. Donc, en leur fournissant certains éléments par rapport à leurs besoins, tu vas leur fournir certains éléments. Mais ne laisse pas de côté la direction technique parce que si tu as un enjeu, ça va retomber sur toi. Effectivement. Oui, Aude, Oui, c'est possible, s'il te plaît, j'aimerais en fait je n'entends pas bien. comprendre. Allô? Oui, là, ça va mieux. Oui, en fait, j'aimerais en fait comprendre la différence entre un PMO et un chef de projet. Un PMO, OK. Est-ce Ouais, OK. Je ne sais pas si on a parlé. Ah ouais, non, ça c'est avec les étudiants de la cohorte actuelle. Non, le PMO, alors ça dépend des organisations. Il y a des organisations qui ont une structure, il y a des organisations qui ont une structure quand même de projet assez avancée. Donc, il y a une direction de projet, par exemple. Là, le PMO va jouer beaucoup plus un rôle. Le PMO a plusieurs rôles. Voilà. L'un des rôles que le PMO joue, c'est un rôle de consultation. C'est un rôle de conseil. C'est un rôle de mise à disposition, quelquefois des ressources. Je vais prendre un exemple. Souvent, lorsqu'on a fini un projet, le PMO, qui est donc cette organisation comme un bureau de projet,
le PMO va vous donner quelquefois la structuration du projet. Il dit voilà comment vous devez faire le projet, les modèles, les, les, on va dire, là, si on parle évidemment de la gouvernance, par exemple, le registre de risque. Voilà le registre de risque qu'on utilise ici au niveau de l'organisation. Voilà la RACI, la matrice des rôles et responsabilités qu'on utilise. Voilà. Et ça, c'est déjà dans les grandes organisations, le PMO a déjà cette base de données là. Donc, dès qu'un projet commence, il rentre en contact avec le chef de projet pour mettre à votre disposition tous ces templates-là, tous ces formulaires, tous ces modèles. L'autre rôle du PMO, c'est que quelquefois, le PMO, puisque le PMO, les chefs de projet passent, les projets ont un début et une fin. Et donc, mais le PMO reste. Ça veut dire que l'historique, quand un projet a pris fin, ça dit que la mémoire de l'organisation, c'est le PMO. Et donc, lorsqu'il est assis, on démarre un nouveau projet, un autre projet similaire, le PMO va parler avec le chef de projet pour dire, voilà, pour le projet que tu es en train de faire là, on avait fait un projet similaire il y a 5 ans, 6 ans, ou bien peut-être, voilà, même au niveau des ressources, le PMO peut même te conseiller, dit, pour ce projet-là, ça t'aiderait de prendre telle ressource par rapport à son expertise, même si la ressource n'est plus dans l'équipe, peut-être dans une autre unité de l'équipe, mais le PMO, connaissant les gens qui avaient travaillé sur un projet similaire, va te conseiller. Donc, le PMO, il a un rôle de consultant, un rôle consultatif auprès de l'équipe du projet. Le PMO vous fournit certains documents, certains documents de projet, vous fournit même vous rappelle certaines procédures de l'organisation parce que le projet, il se fait toujours à l'intérieur d'une organisation qui a des procédures, qui a des règlements. Donc, le PMO va vous rappeler ça à vous, le chef de projet. Le PMO, quelquefois, va vous conseiller certaines ressources qui pourraient vous aider dans la réussite du projet. Donc, ça, c'est vraiment un rôle consultatif. Maintenant, il y a des organisations où vraiment le PMO peut même être le sponsor. Il y a des organisations où vraiment le sponsor, c'est-à-dire ton chef et le PMO. Et là, évidemment, si le PMO est ton chef, et là, c'est un peu le rôle du sponsor maintenant qu'il commence à jouer. Et donc là, tu comprends effectivement, là, tu vas avoir une relation particulière parce que il devient ton chef. Il devient la personne auprès de qui tu rends compte. Donc, c'est souvent, on a ces deux principaux rôles. Dans des grandes organisations, le PMO joue le rôle consultatif. Dans des petites organisations, quelquefois, au lieu d'avoir une direction de projet, quelquefois, on a le PMO. Donc, le PMO, là, il devient ton sponsor comme celui qui pilote tous les projets. Ça va? D'accord, ça compte. OK. Donc là, on va terminer rapidement. Donc là, on a la décision 4. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'était un peu le côté gouvernance, savoir les rôles, les responsabilités, votre niveau. Il y avait le PMO aussi, c'est fournir le cas, les méthodes, les outils, le soutien. Et ensuite, donc, vous allez arriver au niveau de la RACI, la matrice donc, des rôles et responsabilités. Donc ça, c'est aussi une décision fondamentale. Ensuite, rapidement, on a déjà décrété. Ensuite, on a la phase 6. La phase 6 qui est donc la formalisation du projet et donc son autorisation. Et donc là, c'est quand on parle un peu de la charte de projet. Donc, là, tu commences à rédiger la charte de projet qui va être le document qui va donner l'autorisation formelle. Même si ça n'existe pas dans vos organisations, ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir implémenter les meilleures pratiques de la gestion de projet. Voilà pourquoi c'est en discutant avec le sponsor, tu vas lui dire, on va préparer une charte, on va te la soumettre de manière à ce que tu saches tout au long du projet quels sont les éléments à haut niveau sur lesquels on va travailler. Donc, il y a des choses que vous pouvez introduire dans l'organisation si c'est des choses qui n'existent pas. Donc, parmi ces éléments-là, c'est la charte de projet. Souvent, dans la charte de projet, il y a même une partie de signature où ton sponsor doit signer, ou bien quelquefois certaines parties prenantes clés de l'organisation aussi qui peuvent apposer leur signature. Donc, c'est dans cette charte-là, vous rappelez, c'est un document, vous avez la partie, le contexte de l'organisation, bien du besoin, vous avez la portée à haut niveau, là, vous avez les objectifs qui sont attendus, les hypothèses, les contraintes, certains risques majeurs, les jalons, le budget à haut niveau et à l'autorité du chef de projet, la gouvernance et communication. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez faire. C'est même, ça, tout ça, en fait, c'est comme si ça vient résumer tout ce qu'on a fait avant. Donc, vous mettez ça dans un document qu'on appelle la charte de projet, qui doit être approuvé
qui normalement, même si le projet a déjà été approuvé avant vous, là, même si l'organisation, la direction a déjà approuvé le projet, vous formalisez donc cette approbation-là par la charte de projet. Et ensuite, donc, la dernière décision, c'est souvent là qu'on travaille. C'est souvent là, souvent, on veut rapidement tomber à cette phase-là. Donc là, maintenant, on rentre dans les détails de la portée. Là, ce travail-ci, maintenant, il est fait vraiment avec l'équipe de projet. Donc, avec principalement l'équipe de projet, ton équipe, tes experts. Donc là, vous ne faites pas ça seul. Vous ne faites pas, alors que la charte, quelquefois, puisque la charte, ça dépend des informations que tu as eues avec le sponsor, quelquefois tu peux concevoir, et souvent la charte même, elle est conçue avant que l'équipe ne soit formée, si c'est vraiment un projet qu'on va démarrer dans une nouvelle organisation. Donc la charte, quelquefois, elle est rédigée avec le sponsor. Donc, c'est quelquefois l'équipe n'est pas encore constituée. Maintenant, une fois que la charte est approuvé. Maintenant, vous rentrez dans le vif du travail. Et là, c'est le niveau détaillé du projet. Et c'est là, maintenant, là, vous ne faites pas ça seul. Vous ne vous enfermez pas dans votre bureau pour faire cette partie-là seul, parce que sinon, vous allez être en contradiction avec l'équipe. Donc, vous devez la faire, cette décision, la préparation de tous les documents avec votre équipe, l'équipe qui va travailler avec vous. Et donc, dans certains projets, on va avoir plusieurs plans, un plan sur la portée, un plan sur le budget, un plan de la qualité, un plan de l'échéancier des risques, de la communication et gouvernance, mais quelquefois, on n'est pas obligé de faire tout ça. Quelquefois, on a des petits mandats, on a des petits projets. Vous pouvez juste établir le plan intégré, voilà, le plan de management, le plan de projet intégré. Et dans ce plan de projet intégré, vous allez avoir les différentes sections, section portée, section budget, section qualité, et ainsi de suite, dans le même document que vous allez appeler le plan de projet, mais ça va être donc un plan intégré avec, et là, lorsqu'on arrive ici, on va un peu plus loin dans le niveau, dans les détails. Donc, dans la portée, ça ne va pas juste être une phrase, mais là, véritablement, on va aller jusqu'au livrable. On va passer quelquefois par la structure de découpage du projet, donc le work breakdown structure. Donc, vous allez décomposer le livrable, activité, tâche jusqu'à la dernière tâche. Donc, vous allez avoir tous ces éléments-là. Maintenant, là, on est dans un niveau de détail. Détail pour la portée, détail pour le budget. Évidemment, on ne peut pas faire l'échéancier sans avoir défini la portée. Tous les autres points là dépendent de la portée, parce que c'est à partir de la structure de découpage de ton projet que tu peux établir un bon échéancier, un bon budget et puis tout le reste. Donc ensuite, vous avez donc la partie budget ressources, la partie échéancier, la partie risque, la partie qualité et la partie communication. Et donc voilà, c'est donc adapté votre plan de projet intégré en tenant compte effectivement si on est dans une approche prédictive, adaptative ou hybride. Voilà ce qu'on avait à regarder rapidement aujourd'hui. Le temps, ça passe très vite. Est-ce que vous avez des questions en attendant qu'on fasse un petit quiz avant de terminer? Est-ce que c'est possible de revenir sur la décision 6? J'ai été déconnecté malheureusement. Ah, désolé. Elle est là. Et donc, la décision 6, toi, tu connais ça, Chora, c'est en fait la charte de projet, quoi. Donc là, c'est formalisé et puis chercher l'autorisation formelle. Même si le projet a déjà été approuvé, mais tu vas ramener cette autorisation-là au niveau de la charte de projet. Donc, ça sont quelques éléments fondamentaux qui vont être dans la charte de projet. Faites signer la charte de projet par le sponsor. Ça va déjà. Le fait qu'on lui demande de signer, il est obligé de prendre connaissance de nouveau des éléments du projet. C'est une manière de l'engager. Je voudrais poser une question. Ouais. Concernant la charte de projet, est-ce que existe-t-il un modèle de référence de base où chaque entreprise définit sa charte selon ce qu'il pense? Fondamentalement, la structure globale, elle est la même. Et maintenant, il y a des éléments que tu peux enlever ou bien certains éléments que tu peux ajouter dans la charte de projet. Mais au moins, la structure, elle est fondamentalement la même pour une charte de projet.
Donc, c'est la structure du PMI. Et puis, quelquefois, donc, si tu, par exemple, dans la structure du PMI, tu peux avoir plusieurs éléments. Il y a des éléments, tu peux dire, bon, OK, cet élément-là, c'est peu pertinent pour notre. Parce qu'il y a quelquefois des petits mandats. Il y a des mandats qui, c'est vrai qu'on peut appeler projet, mais quelquefois, il y a des mandats qui n'ont pas besoin d'un certain niveau, quelquefois de détail. Donc, tu vas simplifier, tu vas adapter la charte de projet par rapport à ce mandat. Mais bien évidemment, il y a des sections comme le contexte, la justification, pourquoi on fait le projet, les objectifs, ça c'est sûr que tu vas en avoir. Tu vas avoir certaines hypothèses, tu vas avoir certainement les jalons, le budget. Donc, il y a certains, la communication, est-ce que la communication, on aura des rencontres hebdomadaires? Est-ce que il y aura un rapport hebdomadaire ou mensuel? Donc, il y a quand même les éléments fondamentaux dans tous les cas de figure qui doivent figurer dans ta charte de projet. Mais les gestionnaires, ils savent ça, en fait, là. Les gestionnaires, tout ce qu'on fait là, en fait, c'est le langage, comme j'aime le dire, c'est le langage des gestionnaires. Les gestionnaires savent ça, mais quelquefois, ils ne trouvent pas la ressource qui leur rappelle certains éléments de détail parce qu'ils ont évidemment une vision quelquefois large, à haut niveau. Donc, c'est vraiment le rôle du chef de projet de leur rappeler certains éléments là, dans les détails. Merci beaucoup. Donc, on pourrait avoir un exemple d'un template du PMI de la charte. J'aurais son là. D'accord. Ouais, je Je vous plaisante. partagerai ça. On va partager là. Tu pourras mettre dans le groupe là, dans la communauté, Joris. OK. Donc voilà. Donc on va faire un petit quiz. Donc voilà. Donc vous allez scanner ce QR code là qui va vous emmener dans une page et on va faire ce petit quiz. Il y a 5 questions. Donc ça nous prendra 5 à 6, 7 minutes et puis on va terminer par là. Vous me ferez savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin du lien directement ou bien avec le code, le QR code, ça va pour tout le monde? Oui, Non, moi le lien, hein. besoin Le Moi le lien. lien, je pense que le lien. parce que je suis sur le téléphone. Alors, Le lien. donc, j'envoie le lien dans le groupe. Enfin, j'envoie ça ici hein, sur Zoom. Là. C'est une discussion. Oui. Dans la partie discussion, tu peux envoyer ça. Pardon? Voilà, c'est déjà là. Ouais, je viens de déposer. Là.